Donc les événements à Melun, le 31 mai, de façon totalement inattendue. Nous avons assisté en quelques heures au débordement de l'Almont. C'est-à-dire qu'à 8 heures, le cours d'eau débordait sur la chaussée et à 13 heures, le PCS était déclenché et on évacuait les gens. Donc c'est vraiment en quelques heures, ça a été très rapide et on n'a pas pu... Donc on n'a pas pu, ce n'était pas prévu, on n'a pas pu anticiper. Donc ça a concerné un vaste territoire. Comme vous le voyez, donc on est au nord, donc au nord-est de la commune, et c'est tout un territoire en fait, donc un territoire d'habitation, donc qui a été touché en quelques heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains étaient encore chez eux, d'autres habitants sont partis travailler, ils sont revenus dans des maisons dans lesquelles ils ne pouvaient plus accéder. En deuxième temps, du 1er au 5 juin, donc ça a été l'inondation par la Seine, donc elle annoncée et attendue avec une cinétique, donc vous connaissez tous, donc c'est pas la peine que j'y revienne, avec quand même une petite particularité, c'est que dans la nuit du 1er au 2 juin, la préfecture a appelé les maires donc vers 22-23 heures pour annoncer une aggravation des éléments donc annoncés par Vigécru, autant en ampleur, donc ça allait monter beaucoup plus et ça allait arriver plus vite. Donc suite à cela, le maire, les élus et les agents sont partis dans une nuit de porte-à-porte, prévenir les gens qui dormaient pour qu'ils ne soient pas pris de court donc dans leur sommeil. Donc en conséquence, évidemment, donc c'est une importante partie de la ville qui a été touchée, même si la partie Almont a été la plus violemment touchée, et donc là où les gens ont été surpris et donc durement touchés sur le plan matériel. Donc, vous voyez donc tous les bords de Seine, la façon dont ils ont été touchés. On est sur le centre-ville. Non, je n'ai pas de son. Donc les bords de Seine, avec donc la piscine qui a été durement touchée, qui est toujours en travaux. Donc là, on voit l'escale, salle des fêtes, pareil, qui a été fermée pendant plusieurs mois. Les habitations, évidemment, la médiathèque et un certain nombre d'autres structures. Non, j'ai pas. C'est une question de... En tout cas, à travers les 3 ou 4 vidéos qu'on avait aujourd'hui, on voit la puissance des drones aujourd'hui pour l'acquisition de ce genre d'images. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, donc un large territoire donc qui est touché par ces inondations, d'importants quartiers d'habitation. J'ai mis plusieurs dizaines de commerces, mais c'est plus de 70 commerces qui ont dû fermer, des administrations, les bâtiments communaux qu'on a précédemment cités, et puis évidemment toute la voirie. Donc sur le plan humain, c'est plus de 3000 personnes touchées par ces inondations. Sur ces 3000, donc 900 ont sollicité d'une façon ou d'une autre les services de la ville. Et donc 326 prises en charge d'une façon ou d'une autre également. Et vous le verrez, les personnes hébergées sont encore beaucoup moins en fait. C'est-à-dire que les gens se sont pris en charge et ont géré leurs difficultés. C'est vraiment une infime partie, donc un faible pourcentage qui a été hébergé. Les gens se sont retournés vers leurs amis, leurs familles. Ils ne sont pas, contrairement à ce qu'on pouvait penser, tous retournés vers le maire. Donc, les outils déployés pour la gestion de crise, comme on l'a dit tout à l'heure, donc le PCS a été déclenché dans les premières heures du 31 mai.
Donc ça a permis la mise en sécurité des zones touchées et la mise en place des actions nécessaires à l'aide, à la sauvegarde de la population. C'est notamment ce qu'on n'avait pas prévu, livrer des palettes de parpaings en plusieurs lieux pour que les riverains puissent se servir et puissent rehausser ce qu'ils pouvaient de leurs meubles. C'est mettre en place des passerelles, comme on l'a vu sur la première photo, pour permettre à certains d'accéder chez eux pour ne serait-ce que récupérer des affaires de première nécessité à un moment ou à un autre. Donc ça a été gérer un certain nombre de choses qu'on n'a pas forcément prévues, malgré 3 exercices sur le thème de l'inondation. On n'aurait jamais pu penser au fait de faire traverser les enfants qui allaient dans le collège à l'est de la ville et qui habitaient l'ouest, les transporter pour qu'ils puissent rentrer chez eux, parce que c'était impossible à pied du fait de la coupure d'un certain nombre de passages, qui étaient touchés par les débordements d'eau de l'Allemont. L'exercice Equana auquel on a participé était encore dans les mémoires, et certains points ont été anticipés, comme la communication, la gestion des déchets, donc à travers la mise en place de bennes où les gens pouvaient déposer ce dont ils ne pouvaient plus se servir. Donc 19 bennes avec un certain turnover, une rotation continue, pour ne pas voir s'accumuler les déchets dans les rues. Et ça a été très apprécié, autant par les riverains que par la ville. Pour ce qui est de l'après-crue, nous avons allégé le dispositif, et ça a été un PCS allégé en pôle, social, technique, sécurité, avec la police municipale qui sécurisait les zones évacuées et les zones auxquelles les riverains ne pouvaient pas accéder. Un pôle juridique, c'est vrai que la question... on ne s'attendait pas en fait à avoir une telle demande sur le plan juridique, parce que les exercices, c'est des exercices, et on n'a pas forcément pensé à intégrer le service juridique dans les exercices PCS, et ça a été une forte demande de la population. Comment je peux faire dans ma situation, même si c'est pas forcément le devoir du maire d'assister sur le plan juridique, ça a été une forte demande auquel notre service juridique a répondu pendant plusieurs jours. Et ça a été pareil, semaine, me dit ma collègue, ça a duré dans le temps. Et puis évidemment, la question du logement. L'hébergement dans un premier temps, on va aborder avec précision avec mes collègues par la suite. Et le logement, à moyen et long terme. Dans cette deuxième phase, les services pouvaient à nouveau fonctionner normalement, reprendre leur mission habituelle. Les services de la commune se concentraient sur le domaine public, et on a eu un fort appui par le monde associatif. Donc on ne va peut-être pas les citer parce qu'on va certainement en oublier, mais les riverains, les sinistrés, ont eu vraiment un fort appui de la part de bénévoles coordonnés par les associations pour tout ce qui est nettoyage de leur maison. Donc ça a été également très apprécié de toutes parts. Donc, pour ce qui est de l'hébergement d'urgence, je vais passer la parole à ma collègue. Donc l'hébergement, comme vous l'a expliqué Fatna, nous il y a eu deux vagues. Avec la crue de l'Allemont, qui a été soudaine et pas du tout préparée, on a essayé là vraiment de caler au mieux, d'adapter au mieux l'hébergement aux personnes. Donc les gens, ça a été soit l'hôtel, soit
soit nos foyers de résidence pour personnes âgées, pour les personnes plus vulnérables, soit même l'hôpital pour les gens qui étaient malades, parce qu'il y a des gens qui étaient chez eux mais qui étaient en grande difficulté. Enfin là, on a essayé vraiment de faire dans la dentelle. Ça, c'était le mardi, le mardi jusqu'à 2 heures de l'après-midi. Et puis après le soir, donc là c'était la préfecture qui nous appelait, qui nous disait qu'il fallait envisager donc maintenant de mettre à l'abri les gens en bord de Seine. Donc là, comme vous l'a expliqué Fatna, on est allé avec les élus faire du porte-à-porte. Et là, on a ouvert des gymnases. Puisque là, on n'était plus du tout dans la même démarche. Il s'agissait de reloger des gens en nombre. Donc sur cette... on voit là un peu énuméré donc toutes les possibilités qui ont été proposées aux personnes. Sachant, comme ça a été dit avant, qu'il y a eu vraiment une très grande solidarité, c'est ce qui est important à redire. Qu'il y a même, donc on avait un point d'accueil qui était décentralisé, pour ceux qui connaissent Melun, qu'on avait mis au cœur de la ville, donc à l'espace Saint-Jean. Et là, on recevait toutes les personnes pour essayer de résoudre les difficultés dans les différents aspects qu'on a évoqués tout à l'heure, autant sur le plan juridique, administratif, social, etc. Et donc là, les gens venaient donc, spontanément pour nous évoquer leurs problématiques, nous dire s'ils avaient besoin d'être hébergés ou pas, et également proposer donc un soutien aux personnes. Donc ça a été ça, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vraiment créer une grande chaîne de solidarité. Et je crois que ça a été à ce niveau-là une réussite, parce que comme on l'a évoqué, il y a eu à peu près 3000 personnes qui ont été impactées. Il y en a environ 600, je crois, qui sont venus nous rencontrer pour demander 900 qui sont venus nous rencontrer à l'espace Saint-Jean pour nous exprimer leurs difficultés, pour nous dire comment ça se passait pour eux, pour demander des renseignements, des informations par rapport aux assurances, quelles que soient leurs problématiques. Et 326 ont été réellement prises en charge par la ville. Donc certaines personnes bien sûr aussi étaient logées à l'hôtel. Les repas étaient pris en commun. Ça permettait de recréer encore un lieu un peu convivial et où il pouvait y avoir un échange et que les gens voient qu'ils n'étaient pas seuls dans leur situation. On a également permis donc un soutien psychologique. Il y a une psychologue qui était disponible pour faire des consultations. Il y avait donc à l'espace Saint-Jean des activités qui ont été mises en place pour les enfants et par des bénévoles, pour que justement les familles puissent gérer leurs problématiques, aller rencontrer les assurances, trouver un hébergement, rencontrer des amis, etc. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Et tout ça, 24 heures sur 24, et pendant plus d'une semaine, week-end inclus, avec vraiment une participation de l'ensemble des agents de la ville, avec les élus qui étaient présents. Je crois que c'est à noter qu'il y a eu vraiment cette grande chaîne de solidarité. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Non, voilà. Et donc, voilà. Donc, après l'hébergement d'urgence, bien sûr, nous avons continué nos missions et nous avons mis en place l'hébergement à moyen et long terme. Donc, pour ce faire, nous avons mis en place des conventions avec les différents bailleurs sociaux de Melun et environ pour permettre aux familles qui se retrouvaient sans solution, qui ne pouvaient absolument pas rentrer, elles ne pouvaient absolument pas rentrer chez elles, donc un hébergement de 6 mois à partir du moment de l'entrée dans les lieux. Donc, en fait, des appartements ont été mis à disposition pour ces familles, pour notamment 8 familles. Donc, à ce jour, le CCAS continue de financer les loyers pour ces 8 familles et nous allons demander le financement dans le cadre du FARU, le Fonds d'aide au relogement d'urgence. Donc, pour ces familles-là, le département a fourni un kit mobilier. Donc lit, réfrigérateur, gazinière, un minimum de choses. Des associations ont donné un certain nombre de choses, notamment, je cite quand même le Secours populaire, qui a quand même pu
donner des couvertures, du matériel, des choses qui n'étaient pas du tout des dons des personnes, mais vraiment des choses neuves qui venaient de magasins. Ensuite, donc, le CCAS a voté une aide exceptionnelle pour venir aussi en plus pour aider les familles. Et puis, bien sûr, toute cette logistique a été assurée par la ville. Donc, nous avons accompagné les personnes pour la signature des conventions, pour l'état des lieux des appartements, l'emménagement dans les appartements. Et à ce jour, nous continuons toujours d'être en relation avec elles. Comme a dit ma collègue, la cellule de soutien psychologique est toujours active pour permettre aux gens qui en ont besoin de la solliciter. Je pense. Je continue. Bon. Donc, dans le cadre du suivi des familles, donc le CCAS a aussi été le relais des dispositifs qui ont été mis en place, notamment par l'État, avec une aide d'urgence. Donc, pour ce faire, nous avons fait du porte-à-porte aussi pour donner l'information, un maximum d'informations, un maximum de personnes qui se sont rendues au CCAS et nous avons fait des dossiers que nous avons retournés à l'État pour qu'ils puissent obtenir un financement. Il y a la CAF aussi, la CAF de Seine-et-Marne, qui a mis en place une aide supplémentaire. Donc là encore, nous avons tenu des permanences, nous avons reçu les gens, fait des montages de dossiers, renvoyé le tout auprès de la CAF et les gens ont perçu déjà justement des financements de l'État, de la CAF. Les associations, bien sûr, ont été un soutien, comme disait Fatna, par rapport aux dons, mais aussi encore financiers et puis par rapport à l'aide matérielle. Et donc la ville a continué son soutien logistique, son soutien administratif. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Voilà, hein, si vous avez des questions, on répondra à ce moment-là. En conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut vraiment diversifier les différents dispositifs potentiels d'hébergement. On l'a vu parce que on avait une convention avec l'OGN, mais sous réserve de disponibilité, donc on aurait pu héberger plusieurs dizaines de personnes, mais là ce n'était pas le cas, donc il n'y avait pas de disponibilité. On a pu avoir un prêt de lit, donc il faut vraiment diversifier les possibilités pour pouvoir en avoir de disponible le moment venu, parce que rien n'est garanti. Pour ce qui est du suivi des situations, on s'est rendu compte, évidemment, c'est dans le temps. Ça fait plusieurs mois et certaines familles sont toujours dans l'impossibilité de rentrer chez elles. Pour ce qui est du plan communal de sauvegarde, un certain nombre d'ajustements sont apportés. Donc une mise à jour est en cours pour donc répondre à toutes les lacunes qu'on a pu constater. Et comme on l'a vu, donc on a beau se préparer, il y a toujours une part de hasard dans ce qui arrive. On attendait une montée lente des eaux de la Seine, mais donc ça a commencé par l'Allemont, ça a été violent et rapide. Donc voilà, merci beaucoup. Sur la question du nombre de personnes que ça a mobilisé sur la commune, à peu près au niveau des agents municipaux, ainsi que sur le montant financier que vous estimez des différentes aides qui ont été accordées. Pour 3000 sinistrés, ça va nous donner des ordres de grandeur, ça serait intéressant. Si vous avez les informations, bien sûr. Le chiffrage par rapport aux aides financières est difficile. Parce que, il est vrai que l'État nous a informé des montants qu'ils avaient pu donner aux familles, mais on n'a pas encore tous les retours. Les dispositifs CCAS viennent juste d'être mis en place, donc tout ça, je ne peux pas vous dire exactement, c'est difficile. Par contre, le nombre d'agents municipaux, puisque c'était une autre question. Tout à fait. Environ une centaine. Environ une centaine, oui. C'est pour faire écho à ce que disait tout à l'heure Rodolphe Guillois de la RATP sur ils ont une force de frappe de 800 personnes. C'était intéressant de voir sur une commune comme la vôtre
combien de personnels peuvent se mobiliser pour faire face à ce genre Mais après, d'événement? comme je l'ai évoqué, il y a eu les élus. Tous les élus étaient présents à nos côtés, jour et nuit. Donc bon, je ne les ai pas comptés dans les agents, puisqu'ils faisaient par définition du bénévolat. D'accord, mais encore en plus. Et j'ai une dernière question. Vous avez parlé de 19 bennes de stockage des déchets. Je profite de la présence à côté de moi de Philippe Pratt pour pouvoir avancer cette question-là. On sait à peu près quel volume ça a généré, ces 19 bennes. C'est des bennes de 10 tonnes, 20 tonnes? Je ne sais pas, parce que là, honnêtement, je n'y connais rien, donc je me permets de poser la Moi question. non plus. Hein. Je crois que c'est une vingtaine de mètres cubes. Hein. Ah, donc une vingtaine de mètres cubes. Par benne, oui. Par benne, ouais, donc ça fait à peu près 400 mètres cubes de... Mais avec un turnover, donc une rotation continue. Donc à peu près 400 par jour, alors. Pendant combien de temps, alors? Encore maintenant? Ah, donc il sera intéressant d'avoir le retour d'expérience. Je me tourne là vers la région, bien entendu, qui est bien entendu maintenant chargée de la planification de ce genre de déchets. Non, pas pour... Enfin, juste pour le signaler. Mais ça, c'est... Pourquoi encore maintenant? Parce que des assurances interviennent simplement maintenant, dans certains cas de figure. Il y a des personnes qui ont dû quitter donc leur pavillon. C'est surtout les maisons dans ces cas-là qui ont été impactées, qu'il faut tout refaire. Et les assurances donc interviennent pour certains que maintenant. Et c'est donc que maintenant que les gens peuvent vraiment vider leur maison. D'accord. Donc il y a toujours des choses à jeter. Vous êtes en train de nous dire que finalement, pour une crue qui a duré de l'ordre de 5 à 10 jours, oui. On a des effets qui se Bien prolongent sûr. Quasiment sur un semestre. Tout à fait, oui. Non, mais c'est pas neutre dans ce qu'on dit depuis des années sur le fait qu'une crue ne va pas générer que des impacts au moment de l'eau physiquement sur place, mais pendant de longs moments postérieurement. Là, ça prend tout son sens. Alors... Et sur l'impact sur le plan humain, enfin, est catastrophique. Enfin, je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Mais bon, on a quand même... les familles, c'est pas trop l'aspect matériel qui les a... mais c'est bon ne plus avoir les dessins des enfants, ne plus avoir les photos, ne plus avoir des choses comme ça qui sont bien plus importantes dans une vie familiale et dans une vie tout court que le réfrigérateur ou la télévision qu'on peut remplacer. D'accord. Une question par rapport à cet affluent là qui vous a posé de gros problèmes. Donc il a apparemment pas été, il n'est pas suivi par Vigicru. Donc j'aurais voulu savoir qui le gère. Donc à mon avis la commune de Melun. Et puis j'aurais voulu savoir quelles sont les conséquences que vous en tirez. Est-ce qu'il va y avoir une amélioration de la gestion de cet affluent, de la surveillance de cet affluent? Qu'est-ce qui va être fait? Parce que là on a beaucoup axé sur ce qui est fait en termes social, c'est très bien, mais en termes en amont, je dirais, au niveau de la mesure, etc. Je voulais savoir ce qui allait être fait. Donc, nous avons demandé au préfet l'intégration de l'Allemont dans le système de prévision Vigicru. À ce jour, nous n'avons pas de retour, donc nous attendons une réponse. Monsieur Pasquet va apporter cette réponse, puisqu'il l'a abordé ce matin, me semble-t-il. Oui, effectivement. Donc la réponse est normalement en cours de départ. Je ne sais plus exactement où elle est dans le circuit. Donc l'Allemand ne sera pas intégré dans la surveillance Vigicru à court et moyen terme. On rappellera dans le courrier que vous recevrez. On rappelle dans le courrier que vous recevrez ce que j'ai dit ce matin. Il n'y aura pas de vigilance en tant que telle, c'est-à-dire de couleurs associées au niveau du cours d'eau sur la carte Vigicru. Ceci étant dit, il y a des appareils. Il y a un appareil de mesure à Blandy-les-Tours sur le cours d'eau. Donc cet appareil existe, continuera à exister. Il est accessible à travers Vigicru. Alors c'est vrai qu'il y a un problème actuellement sur Vigicru. La station est difficilement visible, voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de résoudre également. On rappellera l'existence, l'arrivée prochaine du système Vigicru Flash. Alors je fais beaucoup de publicité autour de Vigicru Flash. On s'engage beaucoup là sur quelque chose qui n'est pas encore là, mais voilà, normalement ça devrait quand même répondre à une bonne partie des besoins sur ce genre de situation, de cours d'eau sur lequel il n'y a pas de vigilance. Dernier élément, s'il y a une volonté locale de développer un système d'alerte local, l'ADRI Île-de-France est là pour aussi apporter ses conseils en termes de densification d'un réseau hydrométrique, d'instrumentation de type d'instruments, de localisation des stations et éventuellement d'outils à déployer derrière. Voilà. Merci mesdames pour cette intervention vraiment très très intéressante. Et en fait, j'avais deux petites questions. La première,
était de savoir si vous aviez été obligé, la ville avait été obligée de mettre en place un système de surveillance, parce que beaucoup de personnes refusent de partir de chez elles à cause de questions de sécurité. Et puis la deuxième question, ça concernait le fait que les solidarités que vous avez mentionnées, est-ce qu'elles sont finalement ponctuelles ou bien il y a un mouvement, une dynamique plus profonde que vous sentez poindre, qui pourrait servir aussi par la suite? Pour la surveillance, c'est la police municipale donc, qui a assuré la surveillance des rues impactées jour et nuit pendant toute la période des crues. Ça, voilà, ça a été assuré par la police municipale. Et pour ce qui est des associations, donc, ça a été sollicité par la ville, parce que c'est la ville qui a réuni les associations du territoire dès le lendemain donc, de la crue, pour essayer de coordonner les actions, déjà les tenir au courant de ce qui se passait, et susciter donc qu'il y ait cette solidarité. Est-ce qu'elle dure dans le temps? Je crois que les gens se rassemblent quand il y a des moments forts, quand il y a des choses à vivre ensemble et où il faut tous retourner les manches, quoi. Après, c'est évident que si un autre événement, je pense qu'elle se recréera. Mais il n'y a rien actuellement qui nécessite peut-être qu'il y ait autant de solidarité. Voilà, il faut un événement. Après, on a découvert, oui, des associations qu'on connaissait très peu, qui ont été très très actives. Voilà, qu'on a repérées sur le territoire, avec lesquelles on peut continuer à travailler. C'est vrai. Mais de là à dire qu'il y a eu vraiment création d'un élan de solidarité qui continue dans le quotidien. Ça a permis des coordinations entre certaines associations, il est vrai. Merci. Mais qu'on essaie de faire, en temps ordinaire aussi autour d'autres opérations. Par exemple l'hiver, vous voyez, tout au long de l'année ponctuées comme ça par des événements où on essaie de créer un peu de solidarité. Vous avez évoqué la relation habitant-élu, le soutien psychologique et j'imagine le partage d'informations. Côté cellules de crise, est-ce qu'ils ont eu un rôle déterminant? Est-ce qu'ils se sont positionnés en tant que pilotes ou l'approche a été plutôt interservice? J'entends responsable de service, agent. Où on a eu du mieux d'élus. Je pense que donc, le directeur des opérations de secours, donc ça a vraiment été Monsieur le maire, et à partir de là, donc, les autres élus ont suivi. Les élus ont été très présents et beaucoup disent qu'il y a eu un avant et un après. Donc ces événements, ça a vraiment été un moment fort donc, de la vie, élus, agents, population. Donc les élus ont été vraiment sur tous les fronts, autant au niveau de la cellule de crise que sur le terrain. Donc je pense que ça va au-delà de ce qui était prévu. D'accord, peut-être que... Je crois que c'était vraiment, on travaillait tous ensemble. Il n'y a pas les élus qui se sont positionnés, c'est nous qui avons le pouvoir et voilà, vous allez faire comme on veut. On n'était pas du tout dans ce climat-là. Donc on était au-delà de ce qui était planifié dans le cadre du PCS. Il y a une sorte, on va dire, d'organisation un peu empirique, au-delà de ce qui était prévu dans le PCS, quoi. Oui, puis vous savez, quand on est présent nuit et jour, il y a aussi des barrières qui tombent dans les relations, parce que c'était le cas. En plus, comme Melun, ça devenait difficile de circuler dans Melun. Quelquefois, on restait sur place pour être là tout près le lendemain. Donc voilà, les barrières n'existent plus dans ce cas-là. Quand tout le monde est fatigué à 4 heures du matin, qu'on soit adjoint au maire ou qu'on soit policier municipal, on est tous dans la même galère.
Et c'est peut-être ce que vous dites par rapport au PCS sera ajusté suite à cette expérience. C'est peut-être aussi à travers cet exemple de l'implication des élus. Peut-être redonner un rôle à chacun, peut-être un peu plus explicite au regard de cette expérience. Non, là, c'est plutôt ce qui n'a pas été pensé auparavant. Donc, ce qu'on a rencontré, les situations qu'on n'attendait pas, qui ont été rencontrées à travers ces événements, ou enfin, ne serait-ce qu'au niveau matériel, il y a des choses qu'on avait planifiées d'autre part. Donc, à partir de ces événements, donc, on a rebâti, on est en train de rebâtir notre PCS de telle sorte à, si ces événements devaient se reproduire, qu'on soit meilleur. Je voulais revenir sur votre analyse du caractère exceptionnel de la solidarité entre les citoyens eux-mêmes. Est-ce que vous avez, de ce point de vue-là, est-ce que vous avez l'intention de faire un bilan précis, de savoir ce qui a été du ressort de votre action, du ressort de l'action des associations, mais aussi du ressort des citoyens entre eux, parce qu'on a besoin d'expérience pour créer, pour parler positivement de la crue et de l'inondation. On a besoin aussi d'exemples montrant que les choses sont possibles et qu'ils n'ont pas besoin d'être organisées, qu'elles peuvent s'organiser par elles-mêmes, mais d'exemples positifs. Donc ça serait bien, si vous considérez que c'est exceptionnel, qu'on puisse bénéficier, ensuite que tout le monde sur l'île de France puisse, et sur le bassin à Seine-Amont, puisse bénéficier de cette expérience sociale et sociétale, si on veut aller jusque-là. Oui, tout à fait. Bon, on a un inventaire pas précis de tous ces élans de solidarité, mais on a quand même fait. Monsieur le maire a réuni autour de lui en septembre tous les gens justement qui avaient été acteurs dans cette crise, autour d'un moment convivial. Et on continue un petit peu ce travail, puisque avec le maire, donc, on est allé voir les sinistrés, les samedis, là, quelques samedis en septembre et en octobre, pour justement entendre leurs difficultés, comment ils avaient vécu les choses, comment s'est exprimée cette solidarité. Enfin voilà. Et donc ça va nous permettre maintenant de mettre tout ça sur papier pour une expérience et une mémoire.